Élu dans l'Éligan en 81, il a été ministre de l'Environnement dans le cabinet Bourassa. Fervent défenseur du développement durable, Clifford Lincoln a fait adopter une foule de politiques pour la préservation de la nature. M. Lincoln a démissionné en plein milieu d'une tempête linguistique. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Lincoln. Bonjour. M. Lincoln, la plus grosse crise que vous avez vécue comme ministre de l'Environnement, c'est l'incendie des BPC à Saint-Basile. Comment ça s'est passé? Ça a été presque surréaliste. J'avais un appartement à Sillery et c'est au cours de la nuit, je crois à 2 heures du matin, j'ai reçu un appel d'un des gens de mon cabinet, là, Mark Osterman, qui me dit il faut à tout prix qu'on aille à Saint-Basile. Il y a eu un incendie de BPC. C'est une grosse affaire. Alors là, on est partis les 3 ensemble en voiture. Je suis arrivé à Saint-Basile dans les premières heures du matin et c'était une scène de cinéma, là, parce que alors, toutes les autos de la Sûreté du Québec avec les phares allumés et des policiers portant le masque à oxygène. Alors, il y avait une convocation au bureau du maire. L'incendie venait d'être maîtrisé. Là, il y a eu une grande rencontre avec les pompiers, les gens du monde médical, toute une grappe de gens. Alors, on a évacué plusieurs milliers de gens de 3 ou 4 villes. Ça a été vraiment très émotionnel, presque les gens étaient frustrés, en colère. Même plus qu'en colère. Ils ne voulaient rien savoir du gouvernement. Ils trouvaient que ça n'aurait pas dû s'être passé. Ils questionnaient tout ce qu'on faisait, tous les tests de laboratoire qui prennent du temps à venir. Et lorsque les tests venaient, ils ne voulaient pas croire les tests. Alors, ça a été 3 semaines très, très dures du point de vue surtout émotionnel, parce qu'on avait affaire à des gens qui étaient en colère avec raison. Ils avaient eu à être évacués, ils avaient peur pour leur famille, il y avait une espèce de psychose de peur extraordinaire. On disait même qu'il fallait évacuer les animaux domestiques, les chiens, les chats, etc. C'était toute une affaire. On ne pouvait pas marcher sur l'herbe parce que ça pourrait être toxifié, etc. Alors, sans doute qu'on avait exagéré le mal potentiel, mais au moment même, on prend les décisions les maximales parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Je me souviens que, disons, dans la 2e semaine, où la grosse évacuation s'était faite au départ, et là, d'un jour à l'autre, il y a un grand vent qui souffle et les cendres toxiques se propagent sur un coin d'une des villes où il y a des maisons mobiles. Je pense qu'il y avait quelques centaines de maisons mobiles. Tout de suite, il faut évacuer, je crois, 400 ou 500 personnes additionnelles. Les hôtels sont pleins. D'un jour à l'autre, c'est 3h30 de l'après-midi. Ça arrive comme ça, en surprise. Là, nous avons une réunion d'urgence où on décide qu'il faut évacuer les 400 personnes en plus. Il faut trouver des places pour eux. Pendant ce temps-là, je suis attendu à une école polyvalente
pour donner des résultats des tests aux gens de l'endroit. J'arrive en retard parce que, à cause de la réunion d'urgence, là, lorsque j'arrive là, je crois que ces gens-là sont prêts à vous couper la tête. Là. Ils sont tellement exaspérés. Des cris, des hurlements. Et je suis accompagné de la police pour entrer. C'est un climat vraiment très dur. Et à un moment donné, il y a une dame qui me demande en anglais, qu'est-ce que je peux lui expliquer les derniers tests qu'on a reçus. Là, les gens sifflent, sont exaspérés, commencent à huer, etc. Alors je leur dis, écoutez, elle parle anglais, mais elle a les mêmes contraintes que vous. Elle est aussi anxieuse, elle est aussi... elle a des jeunes enfants, elle a tout le droit de savoir, peut-être qu'elle ne parle pas le français. Et quelques personnes commencent à applaudir. À un moment donné, la foule, à cause de cette question et la réponse que j'avais donnée, tout de suite, le climat change complètement. Là, de furie, ça tourne à sympathie. On a reconnu qu'on n'aurait pas pu avoir fait plus. J'ai été blâmé parce que l'incendie s'était produit. Mais écoutez, au départ, si on fait marche arrière, lorsque j'étais critique de l'opposition, il y avait un groupe environnemental qui m'avait passé toutes sortes de notes au sujet de Saint-Basile et de Shawinigan Sud, là où on avait entreposé des BPC. On n'aurait jamais dû les mettre là. C'était des bâtiments désuets, c'était des bâtiments qui n'étaient pas l'épreuve du feu. Alors j'avais posé des quantités de questions à M. Léger dessus. Lorsque je suis arrivé ministre de l'Environnement, c'était vraiment une des choses qui me trottait en tête le plus. J'avais nommé quelqu'un de mon cabinet pour s'occuper principalement de ça. Malheureusement, avec des BPC, lorsque vous avez un entrepôt, personne n'en veut. On ne peut pas les retirer de là. Où est-ce qu'on les met? Alors nous avions pris toutes sortes de mesures. Nous avions fait mettre une enceinte autour de Saint-Basile qui n'existait pas avant. On avait mis toutes sortes de systèmes anti-feu. On avait refaire toutes les allées, etc. Malheureusement, c'était pas assez. Le bâtiment n'était pas fait pour cela. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'un jeune handicapé a pris une torche enflammée qu'il a envoyée là. Il était un pyromane, sans doute, et le feu est parti. Alors là, j'étais blâmé. Alors, lorsqu'on est ministre, c'est ça. Ça arrive dans sous votre tutelle, vous êtes à blâmer, c'est naturel. Mais en même temps, c'était réellement fou d'avoir entreposé des PBC là où on l'avait mis. Ça vous a amené, cette tragédie-là, à faire passer une loi sur l'entreposage des produits dangereux. Mais c'est ça qui est assez étonnant en environnement. On ne veut rien faire tant qu'il n'y a pas une catastrophe, parce qu'il faut toujours beaucoup d'argent. Il y a de l'argent qui est demandé ailleurs et l'éducation, la santé passe avant. Alors l'environnement, c'est toujours en dernier. Mais là, ce qui est arrivé après Saint-Basile, j'ai réussi à avoir des fonds pour créer la première police verte au Québec. Ça m'a permis de faire la loi industrielle, ça m'a permis de faire toutes sortes de choses que je n'avais pas pu faire avant. Parce que là, il y avait une conscientisation extraordinaire dans le public. Mais c'est pas toujours facile, comme ministre de l'Environnement, d'avoir l'appui de ses collègues pour obtenir des budgets, puis de faire accepter Ah oui, ces c'est une mesures. lutte à tout casser, là. C'est une lutte continuelle, parce que vous êtes toujours à mettre des bâtons dans les roues, et c'est pas quelque chose de tangible. Lorsque vous parlez d'école, lorsque vous parlez de santé, c'est tangible, c'est tous les jours. L'environnement, c'est toujours incipient, c'est toujours quelque chose d'invisible. Alors, c'est toujours long terme. Alors, c'est pas politiquement rentable, on peut dire. Alors, moi, j'ai eu
beaucoup de chance. Monsieur Bourassa, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Vous donnez beaucoup de liberté individuelle. J'ai travaillé avec des collègues qui m'ont appuyé lorsqu'ils pensaient que nous avions une cause valable, etc. Alors, ça a bien marché. Mais les écologistes étaient, vous aviez leur appui à peu près inconditionnel. Bien, inconditionnel jusqu'à un certain point. Ils sont avec vous tant que vous faisiez des choses qui allaient de leur côté. Le principe du pollueur-payeur, est-ce que vous avez essayé de mettre ça en application quand vous étiez là, en particulier dans le secteur industriel? Ah ben oui, le secteur industriel, c'était terrible. Et je dois dire, Marcel Léger avait fait quelque chose d'assez... Il a changé beaucoup de mentalité au Québec envers l'environnement. Il faut lui donner un grand crédit. Mais il restait tellement de... La pollution était terrible. Il y avait des pollueurs là, sur le Saint-Laurent qui envoyaient tout leur acide, tout leur toxique par des milliers de tonnes dans le Saint-Laurent. Alors on a commencé à faire des accords très très durs avec eux qui finalement ont abouti dans une loi, la loi 99, qui disait bon, voici la limite tolérable. Au-delà de cela, vous perdez votre permis, on va fermer votre usine. Alors lui, le gérant de Thioxide, je me souviens, m'avait dit écoutez, ne vous poussez pas trop fort, là. Si vous poussez trop fort, mon siège social en Angleterre va nous transférer notre usine en Hollande ou en Malaisie. Alors, je lui avais dit, ben, écoutez, il m'a dit en Angleterre, dans la rivière Humber, où notre usine, il déverse la même quantité et les poissons continuent à vivre. Je lui ai dit, ben, si les poissons anglais aiment les toxiques, moi, j'ai parlé aux poissons du Québec. Ils me disent qu'ils ne veulent rien savoir de votre affaire. Alors, bref, ça a été toute une bataille contre ces gros pollueurs parce que c'était vraiment un peu la même chose que le tabac, là. Comment changer les habitudes, les mentalités, les acquis. Alors, ça prend du temps, ça prend un peu de la volonté. En même temps, ça prend aussi une conscience publique qui change. Et c'est là où vous avez des atouts comme ministre de l'Environnement, parce que le public est avec vous. Ouais. Dans toutes ces choses-là, le public est toujours avec vous. L'environnement, ça vous passionne, ça vous passionnait, ça vous passionne encore. Mais un sujet qui vous a vraiment enflammé en politique, c'est la question de la langue. Et on s'en est rendu compte quand M. Bourassa a eu recours à la clause nonobstant sur l'affichage bilingue. Ça, c'en était trop pour vous. Vous savez, ça n'a pas été une affaire de langue, M. Morin, du tout pour moi. La langue, écoutez, c'est pas secondaire, c'est une partie de vous. Mais j'ai transigé en anglais, en français toute ma vie. Pour moi, au contraire, je vis au Québec parce que autrement, je vivrais en Colombie-Britannique. J'aime ici avoir les deux cultures et tout, de pouvoir comprendre les deux, être un biculturel. Alors pour moi, ça n'a pas été une affaire de langue, ça a été une affaire vraiment de principe politique. Nous avions fait 5 résolutions de suite au Parti libéral pour dire que lorsque il y avait eu des cas en Cour supérieure du Québec, ensuite en Cour suprême, sur une partie de la loi 101, qu'on suivrait les décisions de la Cour. On avait dit qu'on allait suivre les décisions de la Cour supérieure. M. Bourassa a dit, ben, peut-être vaut mieux être 100% sûr, on va laisser la Cour suprême décider. Tout le monde était d'accord. Lorsque la Cour suprême a décidé, là, nous avons décidé de mettre toutes les résolutions du parti de côté et le jugement de la Cour suprême. Moi, je n'ai pas cru que c'était quelque chose qui allait dans les décisions que nous avions prises collectivement comme parti, que ça avait droit aux droits fondamentaux. En fait, les cas en cours avaient trait à la Charte des droits, pas du fédéral, du Québec, la Charte des droits du Québec. Alors, moi, j'ai décidé que je ne pouvais pas marcher dedans avec la clause de l'obstant. Pour moi, je trouve ça inéquitable, pas acceptable. In my belief, rights are rights are rights. There are no such thing as inside rights and outside rights.
No such thing as rights for the tall and rights for the short. No such things as right for the front and rights for the back, or rights for east and rights for west. Rights are rights and always will be rights. Mais ça s'est fait de façon tout à fait entre personnes de bonne foi. Hein. Il n'y a pas eu de tiraillement personnel du tout, du tout. J'ai parlé plusieurs fois à M. Bourassa. Je me souviens, lui, il voulait à tout prix essayer de trouver une façon de faire qui nous permettrait de rester ce qui... Bref, à la fin, ça n'a pas réussi. Est-ce que permettre la dissidence, c'est pensable? Lui, il a essayé de voir si, par exemple, il a même été du côté du protocole fédéral, protocole parlementaire fédéral. Il a même consulté des gens avant pour voir si on pouvait faire un vote libre. Mais apparemment, d'après les précédents parlementaires, si vous avez une loi qui est faite par un conseil des ministres, si vous êtes dans le conseil des ministres, vous avez démissionné. Alors avant que le débat se fasse, on a eu à signer une lettre de démission. Alors il y en avait 3 d'entre nous au conseil des ministres, Herb Marks, Richard French et moi. Et il y avait 2 autres parlementaires, John Doherty et j'oublie le nom de l'autre collègue. On était 5 qui ont voté contre la loi. Alors ça a été... Mais avant cela, je me souviens, M. Bourassa avait un petit bureau à l'arrière du trône. Il m'avait dit, tu vois, ça, c'est malheureux que ça arrive, mais il m'a dit, tu compares ça à Pierre Laporte, qui a été... d'un jour à l'autre, tu entends dire quand tes amis et tes collègues ont été assassinés. À ce moment-là, il me dit à un moment donné, tout ça est relatif. Il me dit, quand tu es en politique, il me dit, il faut que tu sois comme une espèce de boule d'élastique. Là. Tu es piqué de toutes les parts, mais à un moment donné, il ne faut plus ressentir cela. Alors, ça avait été très amical. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour sa philosophie. Est-ce qu'il a essayé de vous persuader de rester quand même? Oui. Je me souviens, je ne sais pas si c'était après le débat ou avant, on avait marché de son bureau du Parlement ensemble vers le bunker. Et il m'avait dit, écoute, laisse 2-3 mois passer. Je vais nommer quelqu'un d'intérimaire et tu vas revenir après. Mais une fois que vous êtes parti, c'est difficile. Hein? Les choses changent, les circonstances changent. L'intérimaire devient plus ancré, etc. C'est presque impossible de revenir. Alors, ça ne s'est pas passé. Vous avez continué quand même à siéger comme député. Oui. Nous avions décidé qu'on n'avait rien contre le gouvernement ou le parti. Nous, c'était une affaire de principe qu'il ne fallait pas montrer qu'on allait claquer la porte. C'était la dernière chose qu'on voulait savoir, qu'on voulait faire. Alors on est resté comme député. Et par coïncidence, par ordre alphabétique, French, Lincoln, Marks, on était assis ensemble, les 3. Et les péquistes avaient appelé l'enclave. Vous avez finalement démissionné quelques mois plus tard, là, comme Non, député? je n'ai pas démissionné. Je ne me suis pas représenté en 89 pour l'élection. C'est-à-dire que j'ai décidé que vraiment revenir, là, c'était une page qui était tournée. Alors là, j'ai décidé de faire autre chose. Dans tout cet épisode-là de la loi 178 et votre démission, est-ce que vous avez senti un ressentiment à l'endroit des anglophones? Écoutez, c'est sûr que pour les anglophones, pour eux, c'était une affaire de langue, beaucoup plus qu'une affaire autre. Hein. Pour eux, c'était une affaire de langue. Et tout ça coïncidait avec le lac Meech. Ça a certainement eu un impact sur le lac Meech. Tout ça était l'époque du lac Meech, qui était une grosse affaire dans le Canada anglophone. Alors, ça a certainement pas aidé du tout la cause du lac Meech.
On arrive aux élections de 89 et là, les anglophones, surtout de l'ouest, du West Island, de l'ouest de la ville, forment un parti politique, le Parti Égalité. Oui. Est-ce que vous avez été tenté ou est-ce que vous avez été approché pour en faire partie? Ils ne m'ont jamais approché, mais s'ils m'avaient approché, la réponse aurait été très, très facile et directe. Ça ne m'intéressait pas du tout. Je n'ai jamais voulu faire de politique ethnique ou linguistique. Moi, ça ne m'a jamais intéressé. Je fais de la politique pour certaines convictions de base, profondes, larges, et je me sens tout à fait à l'aise dans le monde du Parti libéral et de ses convictions. Alors, ça ne m'intéressait pas du tout. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années passées à Québec, à l'Assemblée nationale, d'abord dans l'opposition et ensuite comme ministre? Moi, j'ai beaucoup aimé l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup aimé mon séjour à Québec. J'ai trouvé ça valorisant possible. D'abord parce que c'est beaucoup plus collégial que, par exemple, le Parlement canadien, qui est beaucoup plus large, où on est dispersé dans plusieurs bâtiments. Ici, tout le monde se retrouve tout le temps, malgré que vous ayez des différences politiques. J'ai quitté ici, moi, je revois Bernard Landry ou M. Parizeau, des opposants péquistes. Jamais il y a eu la moindre friction personnelle ou quoi que ce soit. On se dit bonjour cordialement, etc. Alors j'ai bien aimé l'atmosphère ici. J'ai trouvé la ville de Québec formidable. Pour moi, c'était parmi les années riches de mon parcours, quoi. Mm-hmm. Vous avez réalisé beaucoup de choses comme ministre de l'Environnement. S'il y en avait une ou deux parmi les que vous jugez parmi les plus importantes, ce serait quoi? Peut-être celles qui ont laissé des traces. Par exemple, le plan Saint-Laurent est sur sa 5e étape. Il y a une chose qui est peut-être moins voyante, quoi, mais qui m'a toujours fait beaucoup de plaisir, c'est qu'il y avait quelqu'un du ministère de l'Environnement qui s'appelait Léopold Gaudreault, un visionnaire qui m'avait convaincu de créer des réserves écologiques au Québec. Il m'a dit on est en retard sur tout le monde. Et on a créé 38 réserves écologiques. Parmi celles-là, l'île Brion, qui est un joyau de la biologie et de la biodiversité dans le monde. Il y a des espèces qu'on ne retrouve aucune part ailleurs. C'est une partie des îles Madeleine, petite île. Alors, nous sommes battus, Léopold et moi, pour acquérir cette île qui était possédée par une grosse compagnie pétrolière. Alors, lorsque j'ai approché la compagnie pétrolière pour acheter l'île, parce qu'ils avaient fait des forages négatifs là, ils ont voulu mettre la surenchère. Ils m'ont demandé à ce moment-là 800 000 $. On n'avait pas d'argent. Alors, c'était vraiment du blackmail. Alors là, j'ai réussi à avoir l'assentiment du Conseil des ministres de faire une expropriation. On a été en expropriation, on a acheté l'île, j'ai réussi à avoir des fonds de 250 000 $. Alors là, cette île-là, aujourd'hui, est préservée. Aujourd'hui, c'est un espèce de patrimoine extraordinaire. Il y a des espèces aviaires, il y a des espèces de plantes, etc., qui n'existent aucune autre part au monde. Alors, ça, c'est grâce à Léopold. C'est des choses qui, peut-être, les gens ne savent pas. Mais ça vous donne un plaisir immense parce que, justement, ça démontre ce que peut faire un ministère de l'Environnement. C'est difficile de faire des choses, on est toujours à se battre contre la pollution, les toxiques, boucher les trous là, Mais lorsque vous faites quelque chose qui est positif, qui préserve la nature et qui fait de l'éducation populaire, là, ça rassemble un peu tout ce que vous voulez faire de bien de ce côté-là. Hein. Comme député de Néligan, une clientèle électorale, pour prendre un cliché, qui vous était acquise. Est-ce que vous passez bien des heures par semaine avec eux? Est-ce que vous les rencontrez souvent? Je leur ai montré quand ils avaient besoin de moi, mais lorsque vous comparez, par exemple, le travail que j'avais comme député de Néligan ou député de Lac-Saint-Louis fédéral à certains députés
dans des comtés qui sont plus conflictuels ou qui sont plus pauvres. C'est le jour et la nuit. Moi, il y avait des collègues à moi qui me disaient, je reviens chez moi le week-end, c'est comme la file, comme la confession des églises du vieux temps. Ça ne finit pas. Moi, je n'ai jamais connu ça. Il y a eu des cas d'immigration, etc., mais jamais quelque chose de... Je gardais contact avec les gens, mais il y avait très peu de demandes continuelles. L'année 88 a été difficile pour vous. On se souvient du débat linguistique, mais sur le plan personnel aussi, vous avez vécu un drame lors d'un voyage à Rome, je crois. Oui, si vous pensez à tout ce que vous vivez dans la vie, là, pourquoi tout se passe dans une seule année, je ne sais pas si c'est la fatalité ou quoi, mais dans l'année 88, c'était une année de martyr. En fait, justement, ça a commencé par cette affaire à Rome où ma femme a perdu la vie tragiquement. Ça a été Saint-Basile juste après, 2 mois après. Ça a été la loi 178. Tout ça dans une seule année. Alors, vous demandez qu'est-ce qui se passe. C'est comme si le ciel vous tombe sur la tête tout d'un coup, là. Alors, de toutes ces choses-là, c'est sûr, Saint-Basile, ça va, ça vient. La loi 78, ça va, ça vient. Mais lorsque vous perdez quelqu'un de proche, dans des circonstances pareilles, ça, c'est quelque chose qui vous marque pour la vie, c'est sûr. Parce que c'était une occasion de joie exceptionnelle. Un jour, mon beau-frère me téléphone de l'île Maurice pour me dire qu'un de ses autres frères, Jean, avait été nommé cardinal. Alors pour un petit pays comme l'île Maurice, d'avoir un cardinal, c'est extraordinaire. Mais lui, c'est un type brillant, un grand sage qui, du temps de Jean-Paul II, a été utilisé pour toutes sortes de choses dans des grands comités, etc., malgré qu'il venait d'un tout petit pays. Et alors pour sa famille, c'était formidable. Alors toute la famille s'était réunie. Il y avait une sœur de ma femme qu'elle n'avait pas vue pendant 17 ans, qui habite l'Australie. Alors, on est partis pour Rome ensemble et tout. Et toute la famille de ma femme était là. Et ils vivaient, ils habitaient dans un petit hôtel qui était mené par des religieuses espagnoles dans la banlieue de Rome. Moi, M. Bourassa m'avait demandé d'être représentant du Québec parce que Monseigneur Grégoire était aussi fait cardinal. Alors, le Québec envoie toujours un ministre. Alors, il m'a dit, mais fais les deux, tu vas là pour ton beau-frère. Alors, j'étais représentant officiel. Alors, la délégation québécoise m'avait donné une voiture avec un chauffeur et tout. Et le dimanche, j'ai dit au chauffeur, écoutez, on va se débrouiller, allez chez vous, allez vous reposer. Alors, on est parti en taxi pour aller rencontrer ma famille, la famille de ma femme à cette auberge. Et lorsqu'on voulait revenir le soir vers Rome, on était 3. Il y avait un frère de ma femme qui était un prêtre, et elle et moi. Et les religieuses ont dit, c'est presque impossible un dimanche de trouver un taxi. Prenez l'autobus, c'est juste vis-à-vis. Alors, c'est ça qui est arrivé. Alors, on a traversé la route pour aller vers le stop de l'arrêt de bus. Et il y a un jeune gars qui est arrivé là, en fougue. Et moi, je n'ai pas réalisé que ma femme s'était arrêtée pour dire bonsoir à son frère, quelque chose comme ça. Elle venait un petit peu après nous. On croyait qu'elle était ensemble avec nous, alors l'auto l'a fauché, là. Alors, ça a été toute une tragédie parce que mon beau-frère devait être consacré cardinal, disons, je crois que c'était le mardi. Ça s'est passé le dimanche soir. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je quitte? Je me suis dit, c'est déjà assez tragique pour lui. Merci, M. Lincoln. On se verra la semaine prochaine. Oui.